Après avoir pu observer le cadavre de sa bien-aimée peu de temps auparavant, Osmund le jeune moine assiste à un rituel païen dirigé par Langiva, la sorcière du village. Elle appose sa main sur ce qui semble être une toile de jute recouvrant quelque chose, et lorsque cette chose se met à convulser, Osmund reste stupéfait. Son étonnement laisse place à l'effroi lorsque son univers chrétien s'écroule alors que sa bien-aimée reprend vie devant ses yeux. Montrant un Moyen-Âge sans concession au temps de la grande épidémie de peste noire, Black Death situe son récit dans une des plus sordides périodes de l'histoire. Les morts s'amoncellent, les villages et les grandes cités sont décimés, et plus que jamais les gens se réfugient dans les croyances. Et s'il y a bien une thématique principale à ce film, c'est bien elle, la croyance. Notez que j'emploie ce terme plutôt que celui de foi, car ce dernier est bien trop connoté religieux et que le propos du film va bien au-delà d'une quelconque croyance de caractère divin. Si le scénario de Black Death traite en effet de la foi à un monde surnaturel, que ce soit par la chrétienté, la sorcellerie ou les cultes païens, le réalisateur Christopher Smith parvient à intégrer le spectateur à son propos. Pour cela, il joue avec notre suspension consentie de l'incrédulité, car elle active, elle aussi, une forme de croyance. Pour ceux qui l'ignoreraient, la suspension de l'incrédulité est une opération mentale définie par Samuel Taylor Coleridge en 1817. Il y exprime notre positionnement face à un récit de fiction, ce qu'il appelle la foi poétique. Pour des informations complémentaires, je vous renvoie à la vidéo de Johan qui est vraiment très bien expliquée. N'ayez pas peur, il ne mord pas. Christopher Smith donc sait pertinemment que pour rentrer dans un récit, le spectateur va se positionner de manière à accepter ce qu'il est en train de regarder. C'est pour cette raison que nous pouvons prendre plaisir avec des récits traitant de chevaliers maniant des sabres laser dans une galaxie lointaine, ou autres dragons gigantesques dans des univers médialo-fictifs, alors que pourtant nous savons très bien que tout cela n'existe pas. Au départ, situer le film dans un contexte historique si connu permet d'ancrer le récit dans un certain réalisme, et c'est pour cette raison que cette scène de résurrection reste surprenante, car tout à coup, nous basculons dans le fantastique. Pour que cela fonctionne et que l'on continue à croire, on nous a préparé le terrain. En effet, différents éléments ont été mis en place pour pouvoir faire accepter cette scène. L'ambiance tout d'abord, surtout lors de l'arrivée dans ce village qui semble hors du monde, mais aussi toute la thématique de la croyance à un monde surnaturel que j'ai déjà évoqué, avec la foi en Dieu, la chasse aux sorcières et cette histoire de nécromancien qui ressusciterait les morts. Bien évidemment, le film s'ancrant dans un contexte réaliste, avec notre recul de spectateur, nous savons que tout ceci n'est que fantasme crédule de la part des personnages, car c'est ainsi que nous nous représentons les gens vivant au Moyen-Âge. Mais par des mécanismes inconscients, cela nous prépare également à mieux accepter la scène qui nous intéresse. Car dans cette scène, tout bascule, le contexte narratif et toute l'imagerie du rituel païen finit par nous préparer à ce qui va suivre, et le récit devient tout à coup fantastique avec ce plan où la femme aimée d'Osmund ressuscite devant ses yeux, et devant les nôtres. Car n'oublions pas que par phénomène d'identification, les yeux du personnage principal sont aussi les nôtres. Ainsi pour nous comme pour Osmund, c'est à ce moment précis que tout semble basculer. C'est particulièrement intéressant parce qu'au final le film n'est pas du tout fantastique, et cette scène se révèle rapidement être une mise en scène. Et pourtant, on y a cru. De là, nous pouvons véritablement nous questionner sur les croyances et leurs dérives, sur ce qu'elles sont et comment elles nous affectent. C'est d'ailleurs toute l'horreur du propos soulevé dans la dernière scène du film. Car c'est un fait, nous sommes mentalement disposés à croire. Notre cerveau crée inconsciemment des corrélations entre des éléments alors qu'il peut nous manquer des informations capitales pour bien les comprendre. Ou pire, ces éléments peuvent n'avoir aucun rapport direct et seul notre esprit les reliera entre eux. C'est pour cette raison que des films à tiroir comme Inception ou Matrix fascinent autant, car ils laissent une large place à nos fantasmes, à nos croyances. Un narrateur aguerri saura jouer de cette faculté pour enrichir son récit, sans forcément apporter lui-même une réflexion profonde d'ailleurs, car bien souvent c'est plus le spectateur qui apportera de la profondeur que le cinéaste. Lui, son travail dans ce type de récit sera d'équilibrer les informations, les suggestions et autres imageries évocatrices. Ainsi, quand on pense à la manière dont ce simple plan a été utilisé et ce qu'il apporte comme réflexion au sein du film lui-même et de ses plus évidentes thématiques, cela révèle une certaine qualité d'écriture. Et également d'une conscience des mécanismes narratifs mais aussi cognitifs et d'un désir d'embrasser pleinement ce thème de la croyance. Car n'oublions pas que si l'homme médiéval pouvait sembler crédule, aujourd'hui 700 ans après, nous sommes toujours disposés à croire en ce que nous avons décidé de croire. Parce que c'est ce que j'ai décidé de croire.